On s'est moqué de moi quand ma femme, Sophie, a qualifié de pathétique la romance de notre mariage de 5 ans. J'ai mis fin au geste, j'ai exposé notre mariage à sens unique et je suis parti pour de bon. Le plat préféré de votre femme, des bougies disposées autour de la salle à manger, et même cette liste de lecture de votre premier rendez-vous que vous avez ressorti. Tout cela pour votre 5e anniversaire de mariage. Vous vous sentez plutôt fier de vous, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand elle a franchi cette porte, suivie de sa sœur, Chloé, et de sa meilleure amie, Émilie. Elle a jeté un coup d'œil à l'installation, a levé les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient tomber, et a dit assez fort pour que tout le monde entende, arrête d'essayer d'être romantique. C'est pathétique. Tu as l'air désespéré. Puis elle s'est tournée vers ses amis et a ajouté, c'est exactement ce dont je vous parlais. Il fait constamment ce genre de choses de mec en manque. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Sa sœur avait l'air mal à l'aise. Sa meilleure amie fixait simplement le sol. Et moi? Je suis resté là, tenant une bouteille de vin comme un idiot, à regarder ma femme détruire 5 ans de mariage avec une seule phrase. Mais voilà ce qui m'a vraiment touché, ce n'était pas seulement les mots. C'était la façon dont elle les a dit, comme si elle retenait cette opinion depuis des années et qu'elle avait enfin trouvé le public parfait pour la partager. Comme si chaque geste romantique que j'avais fait n'était qu'une sorte de blague qu'elle tolérait. J'ai posé le vin, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai dit, tu sais quoi? Tu as absolument raison. La confusion sur son visage était impayable. Elle s'attendait à ce que je m'excuse, que je m'empresse de m'expliquer. Au lieu de cela, j'ai commencé à souffler les bougies une par une. « Qu'est-ce que tu fais » a-t-elle demandé, sa voix perdant un peu de son assurance. « J'arrête » ai-je répondu en ramassant les fleurs que j'avais achetées. « Tu viens de m'apprendre quelque chose de précieux. La romance est pathétique quand elle est à sens unique. » Alors, j'ai fini d'être pathétique. Ses amis ont échangé des regards. Cela ne se déroulait pas selon le scénario qu'elle avait en tête. Elle s'attendait probablement à ce que j'aille bouder dans la chambre ou que je la supplie de me pardonner plus tard, mais je suis simplement passé devant elle 3, j'ai jeté les fleurs à la poubelle et j'ai commandé une pizza à la place. Nous pouvons manger comme des colocataires à partir de maintenant, ai-je dit en sortant mon téléphone. Chorizo ou 4 fromages? Ce soir-là, elle a essayé de me parler, disant que je surréagissais et qu'elle avait, juste passé une mauvaise journée. La tentative de limiter les dégâts classiques, mais quelque chose avait changé en moi pendant ces 30 secondes d'humiliation publique. J'ai réalisé que je jouais dans un spectacle solo pour un public qui ne regardait même pas. Alors, je lui ai dit, je t'ai parfaitement entendu la première fois. Message reçu. Plus de gestes romantiques. Plus de comportements pathétiques. Tu veux du pratique? Tu vas en avoir. Elle en a ri, pensant que je faisais du drame. Très bien, a-t-elle dit. Peut-être que nous devons tous les deux être plus réalistes sur ce qu'est réellement le mariage. Ces mots allaient la hanter plus tôt qu'elle ne le pensait. Le lendemain matin, je ne lui ai pas apporté son café au lit comme je l'avais fait chaque fin de semaine pendant 5 ans. Quand elle est descendue, s'attendant à sa tasse habituelle, j'étais déjà en train de finir la mienne. Le café est dans la cuisine, ai-je dit sans lever les yeux de mon journal. Elle m'a fixé un instant, attendant que je me lève d'un bond pour la servir. Comme je ne bougeais pas, elle a soufflé d'agacement et s'est fait son propre café. Je la sentais me regarder, essayant de savoir si c'était une sorte de punition ou un jeu. Ce n'était ni l'un ni l'autre. C'était de la clarté. Pour la première fois depuis des années, je voyais notre mariage pour ce qu'il était vraiment. C'est moi qui organisais des soirées en amoureux dont elle se plaignait. C'est moi qui me souvenais des anniversaires alors qu'elle oubliait. C'est moi qui essayais de maintenir la flamme dans une relation où une seule personne participait réellement. Cet après-midi-là, elle a essayé de tester ma résolution. Elle a mentionné que le mari de sa collègue l'avait surprise avec des billets de concert, cherchant clairement à me faire quelque chose de similaire. Au lieu de mordre à l'hameçon, j'ai simplement hoché la tête et dit, c'est bien pour elle. L'expression sur son visage était fascinante, comme si elle venait de réaliser que sa marionnette préférée avait coupé ses propres ficelles. Le dimanche soir, elle commençait à s'impatienter. Pas de fleurs, pas de plan de dîner surprise, pas de suggestion de film romantique, juste moi, lisant mon livre, parfaitement content dans mon propre espace. « Tu vas rester en colère pour toujours » a-t-elle finalement demandé. « Je ne suis pas en colère » ai-je répondu. Et je le pensais.
Je ne suis juste plus pathétique. Grosse différence. C'est là que j'ai vu la première fissure dans sa confiance. Elle s'était tellement habituée à ce que je la poursuive qu'elle avait oublié ce que c'était quand je ne le faisais pas. La première semaine de ma nouvelle approche fut comme observer une expérience scientifique se dérouler. Au début, elle semblait même soulagée. Plus de déjeuner surprise à son bureau. Plus de fleurs qui apparaissaient au hasard. Plus de messages pour lui demander comment se passait sa journée. Elle a eu exactement ce qu'elle avait demandé. Et au début, elle s'épanouissait. Je l'ai regardé dire à sa mère au téléphone, « Il grandit enfin et me laisse un peu d'espace. » C'est tellement mieux comme ça. Elle l'a dit assez fort pour que je l'entende, s'attendant probablement à une réaction. Je me suis contenté de continuer à plier le linge comme si elle parlait de la météo. Mais voici ce qu'elle n'avait pas anticipé. Quand j'ai arrêté d'être romantique, je ne me suis pas contenté d'arrêter les fleurs et les dîners chics. J'ai arrêté tout ce qui n'était pas absolument nécessaire. Plus de baisers du matin. Plus de questions sur ses plans pour la fin de semaine. Plus de soucis de savoir si elle rentrait tard ou où elle avait été. Elle a eu le lot complet de ce qu'elle avait demandé. Et au bout du 10e jour, les fissures ont commencé à apparaître. « Tu vas me demander comment s'est passée ma présentation aujourd'hui » a-t-elle dit un matin, cherchant clairement à me faire réagir. « Tu veux m'en parler » ai-je répondu, sans lever les yeux de mon café. « Eh bien, ça s'est bien passé » a-t-elle dit, attendant des questions de suivi qui ne sont jamais venues. « Tant mieux pour toi » ai-je dit et je suis retourné à mon téléphone. Le silence qui a suivi était magnifique. Elle est restée là pendant une minute entière, attendant probablement que je m'engage, que je montre de l'intérêt, que je sois le mari attentif qu'elle avait pris pour acquis. Quand il est devenu clair que je n'allais plus jouer ce rôle, elle a attrapé son sac et est partie au travail sans un mot de plus. Ce soir-là, elle a essayé une autre tactique. Elle a préparé le dîner, ce qui était inhabituel puisque je m'occupais de la plupart des repas depuis des années. Ce n'était rien de spécial, juste des pâtes et de la sauce du commerce. Mais elle l'a présenté comme si elle venait de résoudre la faim dans le monde. J'ai fait le dîner, a-t-elle annoncé, s'attendant clairement à des éloges. Merci, ai-je dit en me servant et en m'asseyant. Pas de compliments, pas de discours d'appréciation, juste un accusé de réception. Elle s'est assise en face de moi, me regardant manger avec cette expression d'attente sur son visage. Quand les éloges ne sont jamais venus, elle a commencé à parler de sa journée, divaguant sur les drames du bureau et les plans de la fin de semaine. J'ai écouté poliment, hochant la tête aux moments appropriés, mais n'offrant rien au-delà de réponses basiques. « Tu es bizarre » a-t-elle finalement dit. « Comment ça ? Tu es juste différent. » Distant. J'ai posé ma fourchette et les regardé directement. Je suis exactement comme tu l'as demandé. Pas pathétique, n'essayant pas trop, juste existant dans le même espace que toi. Cette réponse ne lui a pas plu. Je pouvais voir son cerveau travailler, essayant de trouver comment revenir à la dynamique où je cherchais constamment son approbation. Mais j'avais fini de jouer à ce jeu. La fin de semaine, c'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Samedi matin, elle a annoncé qu'elle allait faire les magasins avec ses amis. Autrefois, j'aurais demandé où, quand elle rentrerait, peut-être même proposé de passer la chercher. Cette fois, j'ai juste dit, amuse-toi bien. Elle s'est attardée près de la porte, attendant clairement plus d'engagement. Comme il ne venait pas, elle a réessayé. Je pourrais rentrer tard. D'accord. Genre, vraiment tard. Compris. Elle est partie, frustrée, et j'ai passé la journée à faire exactement ce que je voulais. J'ai réparé ce robinet qui fuyait que je remettais à plus tard, j'ai organisé mes outils et j'ai lu un livre sans interruption. C'était le samedi le plus paisible que j'avais eu depuis des mois. Quand elle est rentrée ce soir-là, chargée de sacs, elle semblait presque déçue que je ne lui ai pas manqué. Elle a commencé à me montrer tout ce qu'elle avait acheté, espérant clairement mes réponses intéressées habituelles. Au lieu de cela, j'ai jeté un coup d'œil à chaque article et j'ai donné des accusés de réception neutre. C'est joli. Bonne trouvaille. Ça a l'air bien. À la 3e tenue, elle commençait à s'énerver. Tu ne regardes même pas correctement. Je regarde. C'est une robe. Elle est bleue. Que voudrais-tu que je dise d'autre ? Je ne sais pas. Peut-être montrer un peu d'intérêt pour ta femme. C'est là que je lui ai sorti une phrase qui a tout changé. J'ai montré de l'intérêt pendant 5 ans.
Tu as appelé ça pathétique. Alors maintenant, tu as droit à cet intérêt-là. Félicitations. Les sacs de ses achats sont tombés par terre. Elle m'a regardé comme si je venais de parler une langue étrangère. Ce n'était pas le mari qu'elle connaissait. Ce n'était pas l'homme qui se pendait à ses lèvres et célébrait chaque petite chose qu'elle faisait. Je passais une mauvaise journée quand j'ai dit ça, a-t-elle essayé? Peut-être. Mais tu l'as dit devant un public, ce qui signifie que tu y pensais depuis un moment. Les mauvais jours ne créent pas de nouvelles opinions. Ils nous rendent simplement honnêtes à propos de celles que nous avons déjà. Elle n'a rien eu à répondre à ça. Pour la première fois de notre mariage, je l'avais laissée sans voix. Cette nuit-là, elle a tenté d'initier une intimité physique, pensant probablement que cela réinitialiserait notre dynamique. Mais même là, j'ai maintenu mes nouvelles limites. Pas de romance passionnée, pas de connexion émotionnelle, juste une participation mécanique. Elle a obtenu ce qu'elle avait techniquement demandé, mais ce n'était clairement pas ce qu'elle voulait vraiment. Plus tard, allongée dans le noir, elle a demandé « Qu'est-ce qui nous est arrivé ?» Tu as eu ce que tu souhaitais, ai-je répondu. Plus de gestes romantiques pathétiques. Plus de tentatives désespérées pour te rendre heureuse. Juste deux personnes qui partagent les factures en euros. 3 semaines après le début de mon nouveau style de vie, elle perdait complètement la tête. La femme qui avait déclaré avec assurance que mes efforts romantiques étaient pathétiques essayait maintenant désespérément d'obtenir n'importe quelle réaction émotionnelle de ma part. C'était comme regarder quelqu'un réaliser qu'il avait jeté un billet de loterie gagnant. Elle a commencé par de petits tests, mentionné que son collègue masculin avait complimenté sa tenue, parlé de son ex qu'il avait contacté sur les réseaux sociaux, et même évoqué à quel point le mari de son ami était, si attentionné, par rapport à d'autres hommes. Chaque commentaire était une tentative de me faire réagir, attendant que je montre de la jalousie, de l'inquiétude, ou tout signe que je me souciais encore assez pour me battre pour elle. Ma réponse était la même à chaque fois. C'est intéressant. Puis je retournais à ce que je faisais. L'absence de réaction la rendait folle. Elle s'était tellement habituée à mon investissement émotionnel que mon indifférence lui donnait l'impression de vivre avec un étranger, ce que, à bien des égards, j'étais en train de devenir. J'avais recommencé à aller à la salle de sport non pas pour elle, mais parce que j'avais enfin du temps pour moi. Je lisais des livres que je voulais lire depuis des années. J'avais même commencé à apprendre la guitare, chose qu'elle avait toujours qualifiée de perte de temps. C'est drôle tout ce que l'on peut accomplir quand on n'essaie pas constamment de plaire à quelqu'un qui ne veut pas être satisfait. Un soir, elle a essayé une approche plus directe. Elle s'est habillée en lingerie et a posé dans l'embrasure de la porte de la chambre comme dans un film. Autrefois, j'aurais tout laissé tomber pour la couvrir de compliments. Cette fois, j'ai levé les yeux de mon livre et j'ai dit « Tu vas quelque part de spécial ?» La confusion sur son visage était impayable. Je pensais qu'on pourrait passer un peu de temps ensemble. Nous passons du temps ensemble tous les jours. Nous vivons dans la même maison. Je veux dire. Ensemble. J'ai fermé mon livre et l'ai regardé correctement. Si tu veux avoir des relations, dis-le simplement. Nous n'avons plus besoin de costumes et de mise en scène. Cela faisait partie des gestes romantiques que tu trouvais pathétiques. Elle s'est dégonflée comme un ballon percé. Ce n'était pas le scénario qu'elle avait écrit dans sa tête. Elle voulait l'ancien moi, celui qui l'aurait emporté et l'aurait fait se sentir désiré. Au lieu de cela, elle a eu droit à une honnêteté pragmatique. Tu me faisais sentir spécial, avant, a-t-elle dit, sa voix plus faible que d'habitude. J'essayais. Tu m'as appris que c'était pathétique, alors j'ai arrêté. Elle s'est assise sur le bord du lit, commençant enfin à comprendre ce qu'elle avait perdu. Je ne voulais pas dire que tu devais tout arrêter. Tu n'as pas précisé quelle partie de la pathétique je devais garder et lesquelles je devais abandonner. J'ai donc pris une décision de direction et j'ai tout abandonné. Cette fin de semaine-là, elle a invité sa sœur, espérant probablement un soutien pour l'intervention qu'elle planifiait. Je les entendais parler dans la cuisine pendant que je travaillais sur un projet de rénovation que je remettais à plus tard depuis des mois. Il est si froid maintenant, disait-elle, comme s'il ne se souciait de rien. Peut-être qu'il écoute enfin ce que tu dis depuis des années, a répondu sa sœur. J'avais toujours aimé sa sœur. Elle avait l'habitude d'aller droit au but. Je ne voulais pas ça, a poursuivi ma femme. Qu'est-ce que tu voulais? Tu te plaignais constamment qu'il était trop nécessiteux, trop romantique, trop attentionné. Maintenant,
Il te donne de l'espace et tu es aussi contrarié par ça. Il y eut une longue pause avant que ma femme ne dise « Je voulais qu'il s'en soucie », mais sans que ce soit si évident. J'ai failli éclater de rire. Elle voulait que je m'en soucie secrètement, que je me languisse d'elle à distance tout en prétendant ne pas avoir besoin d'elle. Elle voulait la sécurité émotionnelle d'être aimée sans avoir à reconnaître ou à rendre cet amour en retour. C'était la dynamique relationnelle la plus égoïste que j'ai jamais entendu décrire. Sa sœur a dû ressentir la même chose, car sa réponse fut brutale. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Soit tu veux un mari qui t'aime ouvertement, soit tu veux un colocataire qui paie la moitié des factures. Tu ne peux pas avoir les deux dans la même personne. Plus tard dans la soirée, elle a essayé une nouvelle tactique. Elle a suggéré que nous sortions dîner, comme avant. J'ai accepté, mais pas pour la raison qu'elle espérait. J'avais faim et je n'avais pas envie de cuisiner. Au restaurant, elle a essayé de recréer notre ancienne dynamique, flirtant, touchant ma main sur la table, me demandant des nouvelles de ma journée avec un intérêt exagéré. J'avais l'impression de regarder quelqu'un jouer une pièce dont il avait oublié les répliques. « Tu te souviens de notre deuxième rendez-vous ici ?» a-t-elle demandé, regardant autour du restaurant avec une nostalgie fabriquée. Vaguement, ai-je répondu en coupant mon steak. « Tu étais si nerveux. Tu as renversé du vin sur ta chemise. » Ça me ressemble. Elle a attendu que j'ajoute quelque chose au souvenir, que je partage ce moment de réminiscence romantique. Comme je ne le faisais pas, elle a insisté. Tu as dit que tu n'avais jamais été aussi nerveux avec une femme auparavant. Probablement vrai à l'époque. La conversation s'est arrêtée là. Elle ne comprenait pas pourquoi ces tentatives de connexion tombaient à plat. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle m'avait conditionné à ne plus montrer ma vulnérabilité émotionnelle. J'avais appris que partager mes sentiments me rendait pathétique, alors j'avais arrêté de les partager. Sur le chemin du retour, elle a finalement perdu son sang-froid. J'ai l'impression d'être marié à un robot. Les robots sont efficaces, ai-je répondu. Pas d'émotions inutiles, pas de gestes romantiques pathétiques. Juste la fonction et le but. Ce n'est pas ce que je voulais. Alors tu aurais dû être plus précise sur ce que tu voulais, parce que tout ce que j'ai entendu, c'est ce que tu ne voulais pas, et je t'ai donné exactement ça. Elle est restée silencieuse pour le reste du trajet, réalisant probablement pour la première fois qu'obtenir ce que l'on a demandé n'est pas toujours la même chose qu'obtenir ce que l'on veut. Un mois plus tard, elle a finalement craqué. C'est arrivé un jeudi soir, alors que je rentrais de la salle de sport. Elle était assise à la table de la cuisine avec des papiers étalés partout, m'attendant clairement. Ce n'était pas décontracté. C'était une embuscade. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit avant même que j'ai posé mon sac de sport. De quoi? De ça. De ce que tu es en train de faire. J'ai pris une bouteille d'eau dans le réfrigérateur et me suis appuyé contre le comptoir. Je ne fais rien. J'existe, c'est tout. Comme toi. Non, tu me punis. Tu es vindicatif et mesquin parce que tes sentiments ont été blessés. C'est là que j'ai su que nous allions avoir la conversation qui définirait tout. Elle avait enfin laissé tomber les faux-semblants et m'avait montré qui elle était vraiment sous toute cette manipulation. Mes sentiments ont été blessés, ai-je répété lentement. Laisse-moi être sûr de bien comprendre. Tu m'as humilié devant tes amis, tu as qualifié de pathétique 5 ans de gestes romantiques, et maintenant que j'ai arrêté de faire ces choses, c'est moi qui suis mesquin? Tu vas trop loin. Je vais trop loin en quoi? En ne t'achetant pas de fleurs? En ne planifiant pas de rendez-vous surprise? En ne te disant pas que tu es belle chaque matin? Quelle partie de l'arrêt du comportement pathétique va trop loin? Elle s'est levée, la voix plus forte. Tu sais exactement ce que tu fais. Tu me prives d'affection pour me manipuler. Privé d'affection? J'ai failli rire. Je ne prive de rien. Je ne te donne simplement pas quelque chose que tu n'as jamais apprécié en premier lieu. On ne peut pas retirer de l'argent d'un compte qu'on a déjà clôturé. Ce n'est pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire quand j'ai dit ces choses. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce que j'essaie de comprendre ça depuis des semaines. Elle a commencé à faire les 100 pas, et j'ai pu voir sa vraie nature émerger. Le masque tombait, et ce qu'il y avait en dessous n'était pas joli. Je voulais dire que tu en faisais trop, que tu étais trop intense, trop nécessiteux. Comme si tu ne pouvais pas exister sans mon approbation. Et maintenant, j'existe très bien sans ton approbation. Problème résolu.
Mais maintenant, tu ne te soucies de rien de ce que je fais. La voilà. La vérité autour de laquelle elle tournait depuis un mois. Elle ne voulait pas que j'arrête de m'en soucier. Elle voulait que je m'en soucie silencieusement, désespérément, sans la déranger avec les preuves de cette attention. Tu as raison, ai-je dit calmement. Je ne me soucie pas de ce que tu fais, parce que se soucier de quelqu'un qui pense que l'attention est pathétique, c'est épuisant. Je n'ai jamais dit que l'attention était pathétique. Tu as dit que mes gestes romantiques étaient pathétiques. Ces gestes étaient ma façon de montrer que je me souciais de toi. Donc, par extension, si, tu as qualifié mon attention de pathétique. Elle devenait frénétique, réalisant que ces mots avaient des conséquences qu'elle n'avait pas anticipées. Tu déformes tout ce que j'ai dit. J'applique tout ce que tu as dit. Il y a une différence. Très bien, a-t-elle explosé. Tu veux la vérité? Parfois, tes trucs romantiques me faisaient me sentir étouffé, comme si tu avais besoin d'une validation constante que je t'aimais en retour. Ça faisait désespérer. Nous y arrivions. La vraie conversation avait enfin lieu. Alors, tu te sentais étouffé d'être aimé, ai-je dit. C'est ça, ta plainte? Je me sentais étouffé d'être autant nécessaire. Il y a une différence. Pas vraiment. L'amour sans le besoin, c'est juste de l'amitié avec des avantages. Mais je comprends maintenant. Tu voulais être désiré, pas nécessaire. Tu voulais te sentir spécial sans avoir à me faire sentir spécial en retour. Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas juste. Ah non? Quand as-tu fait quelque chose de romantique pour moi pour la dernière fois? Quand m'as-tu surpris avec quoi que ce soit pour la dernière fois? Quand m'as-tu fait sentir pour la dernière fois que j'étais plus qu'un simple colocataire qui paie la moitié des factures? Le silence qui a suivi était assourdissant. Elle ne pouvait pas répondre parce que nous savions tous les deux que la réponse était jamais. J'avais été le seul à investir dans le côté romantique de notre mariage pendant des années. Je montre l'amour différemment, a-t-elle finalement dit, mais sa voix manquait de conviction. Comment? En acceptant tout ce que je fais pour toi sans réciprocité? En critiquant la façon dont j'exprime l'amour tout en n'offrant rien en retour? Je fais des choses pour toi. Comme quoi? Un autre silence. Elle cherchait désespérément des exemples qui n'existaient pas, je cuisine parfois. Je fais le ménage. Je gère la maison. Ce sont des responsabilités d'adultes, pas des expressions d'amour. Les colocataires font ces choses. Elle s'est rassise, dégonflée. Pour la première fois de notre mariage, elle était forcée de faire face à la réalité de ce qu'elle avait apporté à la relation par rapport à ce qu'elle en avait retiré. Alors, quoi maintenant, a-t-elle demandé, sa voix plus faible qu'avant. Tu vas juste rester comme ça pour toujours? Froid et distant? Je ne suis pas froid, ai-je répondu. Je ne suis juste plus pathétique. Si tu veux de la chaleur, tu devras la mériter de la même manière que j'ai dû mériter ton respect pendant 5 ans. Sauf que j'ai réellement réussi à gagner ton respect en arrêtant, alors que tu n'as jamais réussi à gagner le mien en prenant. C'est cruel. C'est honnête. Tu voulais de l'honnêteté, n'est-ce pas? Plus de gestes romantiques désespérés qui obscurcissent la vérité de ce qu'est réellement ce mariage. Elle m'a regardé comme si elle me voyait pour la première fois. L'homme qui suppliait son attention avait disparu, remplacé par quelqu'un qui n'avait pas besoin de sa validation pour se sentir entier. Je ne sais pas comment réparer ça, a-t-elle admis. C'est la première chose honnête que tu dis depuis des semaines, ai-je répondu. Mais voici le truc avec la réparation. D'abord, tu dois admettre que c'est cassé. Ensuite, tu dois comprendre ce qui l'a cassé. Nous en sommes encore à l'étape 1. Après cette confrontation explosive, elle a passé 3 jours à errer dans la maison comme un fantôme. Plus de tentatives de conversation. Plus de pêche aux réactions. Elle avait enfin compris que l'homme avec qui elle était mariée depuis 5 ans avait fondamentalement changé, et elle ne savait pas comment gérer cette nouvelle version. Je lui ai laissé de l'espace pour digérer tout ce dont nous avions discuté. Pendant ce temps, j'ai continué à vivre ma vie exactement comme avant, salle de sport le matin, travail, retour à la maison pour mes passe-temps et mes livres. J'étais plus content que je ne l'avais été depuis des années, et ce contentement ne dépendait pas de son humeur ou de son approbation. Le dimanche soir, elle s'est finalement approchée de moi. J'étais dans le garage, en train de restaurer une vieille commode que j'avais trouvée dans un vide-grenier. Elle est restée dans l'embrasure de la porte,
me regardant poncer le bois pendant plusieurs minutes avant de parler. J'ai réfléchi à ce que tu as dit, a-t-elle commencé avec précaution. Je n'ai pas arrêté de travailler. Et tu as raison sur certaines choses. Je n'ai pas été réciproque comme j'aurais dû l'être. D'accord. Elle a attendu que je m'engage plus avec enthousiasme dans son aveu, mais j'ai continué à poncer. L'ancien moi aurait sauté sur cette ouverture, l'aurait vu comme un progrès à célébrer. Le nouveau moi a reconnu ce que c'était, une tentative de limiter les dégâts. Je veux essayer de réparer ça, a-t-elle poursuivi quand il est devenu clair que je n'allais pas lui faciliter la tâche. J'ai finalement arrêté de travailler et les regarder directement. Qu'est-ce que tu veux réparer exactement? Notre mariage? La façon dont les choses sont devenues entre nous? La façon dont les choses sont devenues, ai-je répété. Tu veux dire la façon dont les choses sont réellement maintenant que je ne fais plus de performances romantiques pour un public d'une seule personne? Elle a tressailli mais a insisté. Je sais que je n'ai pas été la meilleure épouse. Je sais que je t'ai pris pour acquis. Tu chauffes. Mais tu as changé aussi. Tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. C'est là que j'ai complètement posé le papier de verre et lui ai accordé toute mon attention. Tu as absolument raison. L'homme que tu as épousé était désespéré d'obtenir ton approbation. Il aurait accepté des miettes d'affection et aurait appelé ça un festin. Il se serait excusé d'avoir été humilié juste pour maintenir la paix. Je me suis levé et lui ai fait face complètement. Cet homme est parti. Il est mort le soir où tu l'as traité de pathétique devant tes amis. Ce que tu regardes maintenant, c'est ce qui a poussé de ses cendres. Je n'aime pas cette version, a-t-elle dit doucement. Ça m'est égal, ai-je répondu. Cette version s'aime. Cette version n'a pas besoin de ta validation pour se sentir précieuse. Cette version connaît la différence entre l'amour et le désespoir. Elle pleurait maintenant, ce qui, par le passé, aurait déclenché mes instincts protecteurs. Maintenant, cela ressemblait juste à une autre tactique de manipulation. Alors, qu'est-ce que tu attends de moi, a-t-elle demandé à travers ses larmes. Rien, ai-je dit simplement. C'est ce que tu n'as jamais compris. Je n'attends plus rien de toi. Je n'ai pas besoin que tu valides mes gestes romantiques parce que je n'en fais plus. Je n'ai pas besoin que tu apprécies mes efforts parce que je ne fais plus d'efforts supplémentaires pour toi. Alors pourquoi sommes-nous encore mariés? C'était une question juste, et je me la posais moi-même depuis des semaines. Bonne question. Nous sommes mariés parce qu'aucun de nous n'a encore demandé le divorce. Nous sommes mariés parce que nous partageons les dépenses et que c'est pratique. Nous sommes mariés parce que légalement, nous n'avons pas défait ce que nous avons fait il y a 5 ans. Mais sommes-nous réellement mariés dans un sens significatif? Non. Elle a sangloté plus fort. Je ne veux pas divorcer. Alors voici ce qui va se passer, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Tu as une chance de prouver que tu veux être marié à moi et pas seulement à l'idée d'avoir un mari. Elle a levé les yeux, pleine d'espoir. Qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? Arrête d'essayer de récupérer l'ancien moi. Cet homme est mort, et il ne reviendra pas. Si tu veux être marié à l'homme qui se tient devant toi, alors tu dois gagner son respect de la même manière qu'il a passé 5 ans à échouer à gagner le tien. Comment? Trouve un moyen. J'ai passé une demi-décennie à essayer de te montrer mon amour de manière qui avait du sens pour moi. Maintenant, c'est ton tour. Mais comprends bien ceci, je ne vais pas te donner d'indices. Je ne vais pas te guider. Je ne vais pas prétendre que de petits gestes sont plus grands qu'ils ne le sont. J'ai repris le papier de verre. Tu as jusqu'à la fin du mois pour décider si tu veux faire un effort réel dans ce mariage ou si tu veux demander le divorce. Mais j'ai fini de vivre dans ce purgatoire où nous sommes mariés sur le papier mais étrangers en pratique. Et si je choisis d'essayer, alors tu as intérêt à réussir, parce que je ne te donnerai pas une 3e chance de comprendre comment aimer quelqu'un correctement. Le mari pathétique et romantique qui aurait tout pardonné est parti. Cette version a des standards. Elle a essuyé ses yeux et a demandé, et si je n'y arrive pas? Et si je ne sais pas comment faire? Alors nous saurons tous les deux où nous en sommes, et nous pourrons agir en conséquence. Elle est restée là 1 minute de plus, espérant probablement que j'adoucirais l'ultimatum ou que je lui donnerais des directives plus spécifiques. Quand il est devenu clair que cela n'arriverait pas, elle s'est retournée pour partir. Encore une chose, ai-je appelé après elle. Elle s'est retournée avec espoir.
Ne pense pas que tu peux te frayer un chemin à travers ça avec des larmes ou du drame ou en essayant de me faire sentir coupable. Je suis immunisé contre tout ça maintenant. La seule chose qui fonctionnera, c'est un effort sincère et un changement sincère. Rien d'autre ne sera même remarqué. Elle a hoché la tête et s'est éloignée, me laissant seul avec mon projet et mes pensées. Pour la première fois de notre mariage, la balle était entièrement dans son camp. Et pour la première fois de ma vie, j'étais complètement en paix avec ce qu'elle déciderait d'en faire. 3 semaines. C'est le temps qu'il lui a fallu pour faire son choix. Et honnêtement, j'étais impressionné qu'elle ait tenu aussi longtemps. Je m'attendais soit à une capitulation immédiate, soit à un abandon immédiat. Au lieu de cela, elle a essayé quelque chose que je n'avais pas anticipé, un effort réel. Cela a commencé modestement. Du café qui m'attendait le matin sans que je le demande. Mon plat préféré préparé quand je rentrais du travail. Elle a même tenté de s'intéresser à la guitare que j'apprenais, me demandant de jouer quelque chose pour elle. Mais voici ce qu'elle ne pouvait pas saisir, ce n'étaient pas des gestes romantiques. C'étaient des transactions. Elle essayait d'acheter mon ancien comportement avec de nouvelles actions. La différence était évidente pour moi, même si elle ne l'était pas pour elle. Quand je lui apportais son café au lit, cela venait d'un désir sincère d'améliorer sa matinée. Quand elle me faisait du café, cela venait d'une tentative de réinitialiser notre dynamique là où elle était à l'aise. J'ai essayé, a-t-elle dit un soir après que je l'ai remerciée poliment pour le dîner, mais sans avoir réagi avec l'enthousiasme qu'elle attendait clairement. J'ai remarqué, ai-je répondu. Mais tu ne sembles pas différent. Différent comment? Comme si tu ne te souciais pas que je fasse un effort. J'ai posé ma fourchette et l'ai regardé. J'apprécie l'effort, mais un effort pour obtenir quelque chose n'est pas la même chose qu'un effort pour donner quelque chose. Tu fonctionnes toujours à partir de ce que tu veux recevoir, pas de ce que tu veux donner. Elle n'a pas compris. Et franchement, je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse. La femme qui avait passé 5 ans à prendre l'amour sincère pour acquis n'allait pas soudainement comprendre la différence entre une affection authentique et un comportement stratégique. Mais je lui ai reconnu le mérite d'avoir essayé plus longtemps que je ne l'avais prévu. 2 semaines de plus de tentatives de plus en plus désespérées pour percer ma nouvelle armure. Elle m'a acheté des choses dont je n'avais pas besoin. Elle a suggéré des activités pour lesquelles je n'avais pas exprimé d'intérêt. Elle a même tenté une affection physique qui ressemblait plus à une négociation qu'à de l'intimité. Le point de rupture est survenu lorsqu'elle a essayé de recréer notre premier rendez-vous. Elle a fait des réservations au même restaurant, porté une robe similaire, a même commandé le même vin. C'était comme regarder quelqu'un tenter de faire de l'archéologie sur une relation qui était déjà enterrée. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit ce soir-là » a-t-elle demandé au dessert, espérant clairement déclencher une percée nostalgique. Vaguement. Tu as dit que tu n'avais jamais rencontré quelqu'un qui te donnait envie d'être un homme meilleur. Ça ressemble à quelque chose que j'aurais dit à l'époque. Le pensais-tu? J'ai sérieusement réfléchi à la question. À l'époque, oui. Mais je me trompais sur ce que signifiait être un homme meilleur. Que veux-tu dire? Je pensais qu'être un homme meilleur signifiait être l'homme que tu voulais que je sois. Il s'avère qu'être un homme meilleur signifie être un homme que je peux respecter. Ce ne sont pas les mêmes choses. Elle est restée silencieuse pour le reste du dîner. Je pouvais la voir digérer la réalité que son mois d'effort ne m'avait pas rapproché d'un pouce de l'homme qu'elle avait épousé. Au contraire, ma résolution n'avait fait que se renforcer. Cette nuit-là, elle a joué sa dernière carte. Elle m'a fait asseoir et a prononcé ce qui était clairement un discours préparé sur l'amour, la croissance et les secondes chances. Elle a parlé de tout ce qu'elle avait appris, de combien elle avait changé, et de combien elle voulait que notre mariage fonctionne. Quand elle a fini, elle m'a regardé avec attente, attendant probablement que je sois ému par ses mots. Au lieu de cela, j'ai posé une question simple. Si je recommençais à t'apporter des fleurs chaque semaine, les qualifierais-tu à nouveau de pathétiques? Elle a hésité juste assez longtemps pour me donner ma réponse. C'est bien ce que je pensais, ai-je dit. Je ne le ferai pas, a-t-elle insisté. Mais nous savions tous les deux qu'elle mentait. Si, tu le ferais. Peut-être pas immédiatement, mais un jour ou l'autre. Parce que fondamentalement, tu ne respectes pas les expressions d'amour qui viennent trop facilement ou trop souvent. Tu l'as prouvé. Le lendemain matin, j'ai trouvé les papiers du divorce sur la table de la cuisine. Elle avait fait son choix, et à son crédit, elle l'avait fait proprement. Pas de drame,
pas de manipulation émotionnelle de dernière minute. Juste une reconnaissance silencieuse qu'elle ne pouvait pas vivre avec l'homme que j'étais devenu, et que je ne retournerais pas à être l'homme que j'avais été. Je ne peux pas faire ça, a-t-elle dit quand je l'ai trouvée en train de faire ses valises. Je ne peux pas être marié à quelqu'un qui ne m'aime pas, je n'ai jamais dit que je ne t'aimais pas, ai-je répondu. Tu n'agis pas comme si tu m'aimais. Je n'agis pas comme si j'étais désespéré d'obtenir ton approbation. Il y a une différence. Elle a arrêté de faire ses valises et m'a regardé. Quel est l'intérêt de l'amour sans la romance? Quel est l'intérêt de la romance sans le respect? Elle n'avait pas de réponse à cela. Et nous savions tous les deux pourquoi. 6 mois plus tard, j'étais assis dans mon propre appartement, que j'avais acheté sans avoir besoin de l'approbation ou de l'avis de quiconque. La guitare s'améliorait. La routine de la salle de sport était solide. La collection de livres s'agrandissait. J'avais recommencé à fréquenter des femmes, mais cette fois avec des limites claires et des attentes réalistes. Mon ex-femme m'a envoyé un message une fois, 3 mois après la finalisation du divorce. Elle a dit qu'elle avait réfléchi à notre conversation concernant la romance et le respect, et qu'elle comprenait enfin ce que j'avais voulu dire. Elle a dit qu'elle était désolée. J'ai répondu, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui pourra te donner ce que tu cherches. Ce que je n'ai pas dit, c'est que j'espère qu'elle apprendrait à donner en retour ce qu'elle cherchait. Mais ce n'était plus mon problème. Ce qui est drôle quand on arrête un comportement pathétique, c'est que cela ne change pas seulement la façon dont les autres vous voient. Cela change la façon dont vous vous voyez vous-même. J'avais passé 5 ans à essayer d'être digne de quelqu'un qui ne pensait pas que je valais l'effort. Maintenant, je connaissais ma valeur, et je n'étais pas prêt à la négocier à la baisse pour qui que ce soit. L'homme qui suppliait l'amour avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui connaissait la différence entre être aimé et être toléré. Et cet homme ne se contenterait plus jamais de tolérance.